Cosa Vostra. Aujourd'hui, les éditeurs sont dans une situation très très difficile. Si on leur propose pas de solution pour monétiser leur inventaire, comment vont-ils vivre? Et puis aussi, il y a la question que les internautes ont quelquefois mis en avant, c'est oui, mais moi je suis pour la publicité, d'accord, mais pas la publicité ciblée. Donc là, il y a aussi peut-être un moyen de réconcilier tous les publics, parce que effectivement, et c'est aussi quand même un problème assez français, pas que français, mais en particulier français, de cette volonté d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Je supporte pas la pub, je suis anti-pub, je mets des bloqueurs de publicité, et en même temps, je veux que les choses soient gratuites, et je comprends pas qu'on nous les fasse payer. Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama, épisode Pastille Actu qu'on fait maintenant une fois par mois. Et pour cette Pastille Actu, j'ai le plaisir de recevoir Cyril Franck, qui est le directeur de l'ESJ Pro à Paris. Cyril, bonjour. Bonjour François. Et merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Alors on fait cette pastille aujourd'hui avec toi parce que t'es donc un spécialiste de la presse. Tu fais beaucoup de veille et tu fais donc notamment un débrief média sur Substack. Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques minutes à la fois ton débrief média et ce que vous faites à l'ESJ Pro? Oui, alors l'ESJ Pro, d'abord, c'est l'école supérieure de journalisme professionnel. On forme des journalistes des métiers des médias, on fait de l'accompagnement stratégique, éditorial, on fait également de tout ce qui peut être refondation, enfin bref, tous les métiers des médias, que ça soit journalistes, commerciaux ou éventuellement même management, RH. Voilà. L'ESJ Pro par rapport à l'ESJ, c'était une émanation de l'ESJ. Elle a pris son indépendance et aujourd'hui elle appartient au groupe Centre France, donc la montagne. Ouais. Et j'y travaille maintenant depuis 3 ans pour développer l'activité, pour proposer de nouvelles solutions. Et avec le distanciel, on est servi. Tu m'étonnes. D'accompagnement in situ également. Voilà, on essaie de travailler la fameuse transition numérique comme tout le monde, mais du côté métier, vraiment métier de la production éditoriale. Super. Et fort un peu ta connaissance de secteur, tu publies un débrief média, donc sous forme de newsletter sur Substack. Et je mettrai le lien d'ailleurs dans le descriptif de l'épisode. Je invite tous ceux qui nous écoutent et qui écouteront cet épisode à s'y abonner parce qu'elle est hyper intéressante, elle est riche, elle est bien écrite. Voilà, ça fait partie de mes sources importantes de veille dans les médias et c'est comme ça notamment qu'on s'est rencontrés. Et donc voilà, aujourd'hui petit épisode Pastille Actu comme je le disais, donc pas mal de sujets traités. Je propose qu'on commence tout de suite par un sujet que tu as mis aussi en avant dans ton débrief de cette semaine, qui est le fameux Subscribe with Google, puisqu'il est en train d'être mis en place au Figaro. Et puis donc il y avait un article de Marc Feuillet, le président du Figaro, qui défendait l'intérêt de cette mise en place de cet outil pour lutter contre la dépendance à Apple et Facebook. Alors juste pour rappeler, Subscribe with Google, c'est vraiment un outil, lorsqu'on s'abonne, on utilise ses identifiants Google et ça permet donc d'avoir une prise d'abonnement sans couture, comme on dit, qui est hyper simple et voilà, qui est avec le moins de freins possible. Qu'est-ce que tu en penses de cette déclaration? Est-ce que tu penses que les éditeurs mettent en place Subscribe with Google pour vraiment lutter contre la dépendance à Apple et Facebook?
Bah, je trouve ça rigolo déjà. C'est bon, ça m'amuse parce qu'effectivement, défendre l'indépendance en disant qu'il y a pire, c'est quand même compliqué. Effectivement, il a raison sur le fait que Apple constitue aujourd'hui un passage obligé et une forme effectivement, de position dominante sur les applications, c'est évident. Puisqu'ils prélèvent, je crois Jusqu'à 30%, 30%. ouais, jusqu'à 30% du montant de l'abonnement qui peut être requis. Je crois qu'ils ont aujourd'hui 70% du marché des applis en termes de distribution. Donc c'est vrai que c'est un passage obligé, mais pour autant, est-ce qu'on peut défendre la position de passer d'un joug à l'autre, en fait, d'une dépendance à une autre, et c'est pas pour moi forcément un argument. Après, il fait valoir d'autres arguments. C'est l'intérêt en termes d'efficacité pour les médias qui pourraient en bénéficier. Et c'est vrai que dans la mesure où effectivement Google représente aujourd'hui quand même un passage également très très incontournable, on va dire, sur le web, ça peut être intéressant, surtout s'ils sont bien mis en avant avec dans les résultats de recherche Oui. des utilisateurs. C'est ça effectivement qui est Ça, c'est vrai. redoutable. Comme Après, souvent avec, moi, avec Google, c'est le côté UX, l'expérience, elle est assez fantastique, et t'es mis en avant, etc. Donc j'ai aucun doute sur l'efficacité technique et marketing. Mais derrière, c'est de nouveau une dépendance vis-à-vis d'un système. Ça manque un peu de souveraineté. Et puis il faut rappeler quand même que c'est pour beaucoup la mise en place de cet outil Subscribe with Google, elle fait partie du package des deals qui ont été signés entre les éditeurs et Google, qui ont été signés donc en fin d'année dernière, notamment entre la PIG et Google. Donc voilà, qui contournaient entre guillemets un peu les droits voisins. Dans ces deals financiers qui ont été signés, il y a l'obligation de mettre en place Subscribe with Google. Oui, c'est ça. Enfin, je sais pas si c'est une obligation écrite, mais en tout cas, elle est tacite et elle a l'air quand même d'être opérante. Respecté, ouais. Donc, oui, c'est compliqué parce que on peut se demander si finalement la presse n'accepte pas des miettes. Si on prend les choses d'un point de vue plus global, par rapport à ce qu'a obtenu la presse d'information générale, par rapport à ce qu'elle réclamait, c'est quand même bien moins. Je crois qu'on est sur un rapport de 1 à 3 ou plus. Donc c'est compliqué. Mais ça représente de l'argent aussi, c'est ça. Enfin, vas-y, je t'écoute. Non, mais c'est vrai que c'est aussi compliqué par rapport à la notion de données, les datas. Qu'est-ce qui est fait de ces datas? Est-ce que elles sont partagées? On sait déjà que Google détient, je crois, sur 80% aujourd'hui des outils analytics, donc ils récupèrent énormément de données d'audience des éditeurs en France et dans le monde. Ils auront une data de plus qui sera l'abonné. C'est compliqué. On rajoute encore de l'information à notre ennemi, ami, selon les moments, voilà, j'ai un peu l'impression qu'on prend un risque. Voilà. C'est sûr, et en même temps, c'est des deals qui représentent quelques centaines de milliers d'euros à plusieurs millions d'euros par éditeur sur 3 ans, et c'est quand même dans une période qui reste une crise économique dans la presse. L'année 2020 a quand même été catastrophique pour beaucoup, notamment sur les revenus publicitaires. C'est dur de refuser ce genre de deal. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, la plupart cherchent à avoir des deals, même si et ça a été plutôt malin de la part de Google. Ils n'ont pas signé avec tout le monde, ils ont refusé toute négociation globale. Ils n'ont pas signé notamment avec la presse spécialisée, ce qui est alors qu'il n'y a pas de raison d'aller uniquement sur la presse d'information politique générale. Ils n'ont pas signé avec l'AFP. Et ce que tu disais, oui, effectivement, cet argent, à la fois c'est beaucoup quand on en a besoin, mais par rapport aux data, ce qui est concédé, c'est assez peu. Et dans un article de Public Sénat, c'est Jean-Marie Cavada, le président de l'Institut pour la Déclaration des droits et libertés fondamentaux numériques, qui connaît bien le sujet, qui estime que ce qu'il propose aux médias, c'est la monnaie de sortie de messe. Je trouvais l'expression assez rigolote. Et en même temps, ils en ont besoin. Est-ce que c'est l'État qui devrait le compenser, que ce que proposait David Assouline, sénateur socialiste? Mais donc ça relance quelque part derrière toute la question des aides à la presse, puis cette dépendance.
Oui, moi je pense qu'effectivement ce problème soulève la question de l'attribution des aides directes à la presse. Hein, pour ce qui est des aides indirectes, c'est différent, mais les aides directes aujourd'hui elles sont attribuées principalement exclusivement à la presse d'information générale et politique sur des critères qui datent quand même de 1944. Euh, donc il y a tout un travail, un chantier sur sur effectivement la nécessité de revoir, repenser les aides à la presse sur des critères d'intérêt général qui ne sont pas forcément liés. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que, par exemple, si on parle du Figaro, aujourd'hui, l'essentiel du trafic, enfin une grande partie en tout cas de leur trafic, vient de choses qui ne sont pas de l'information citoyenne et Oui, oui, générale. t'as raison. C'est des trucs plus le lifestyle, enfin Exactement. sur plein de sujets qui ne relèvent pas de l'IPG. Exactement, et pour autant, leur audience détermine une grande partie de l'aide qui est attribuée. Et encore une fois, dans cette transaction avec Google, c'est encore une fois sur des critères d'audience, de trafic, que sont fondées apparemment les rétributions. Donc, de quel trafic on parle? Est-ce que aujourd'hui, quand on s'appelle Science et Avenir et qu'on explique les mécanismes de la manipulation et des fake news, est-ce qu'on ne rend pas un meilleur service aux citoyens que quand on publie un long article sur le golf et sur les déboires de tel ou tel golfeur, quoi. C'est vraiment une question. Donc, je pense qu'il faut Exactement. Alors revoir tu les dis, aides à la presse oui. Non, non, mais en général. moi, je suis entièrement d'accord en général et être beaucoup plus clair sur la doctrine qui est utilisée et oui, après, c'est des gros chantiers. Je sais pas si, si après, évidemment, quand t'en bénéficies, bah, t'as pas envie forcément de partager le gâteau avec Mmh. d'autres parce que derrière, t'as l'impression que c'est la boîte de Pandore que t'ouvres et on pourra pas augmenter le budget de ces fonds non plus de manière indéfinie. Donc, tout le monde campe un peu sur ses positions, mais ça repose de nouveau la question pas de l'indépendance de la presse. Tu vois, est-ce que je sortais un épisode avec Brief Me, tu vois, où là, pour le coup, ils vivent uniquement de leurs abonnés. C'est quand même beaucoup plus simple quand tu es Mmh. indépendant et que tu vives uniquement de tes abonnés, que t'as pas à dépendre d'un GAFAM ou d'aide de l'État Mmh. pour vivre, quoi. C'est pour l'indépendance de la presse, c'est quand même important. En tout cas, on n'a pas fini d'en parler. Euh, C'était le premier sujet et le deuxième, quelque part, il continue un petit peu sur les modèles économiques. C'est tout ce qui est lié au consentement. On a vu, donc à partir du 1er avril, il y avait voilà, les éditeurs devaient se mettre en conformité avec les règlements sur la prise de consentement, y être beaucoup plus clair dans la prise du consentement. C'était pas soit j'accepte, soit j'essaye d'en savoir plus. Hein. Il y avait un petit jeu des éditeurs sur cette prise de consentement quand on doit accepter au départ les cookies. Donc, et il y a pas mal d'éditeurs, dont notamment Webedia avec Marmiton, Jeux vidéo, Allociné, mais aussi Prisma, qui ont décidé de se dire soit on accepte les cookies, soit si on les refuse, on paye. Et donc ça, il y a une espèce de levée de bouclier des internautes avec beaucoup de questions sur la légalité de cette pratique. Ça a un peu fleuri partout sur les réseaux sociaux en se disant Allociné devient payant, etc. Jeux vidéo devient payant. Moi, ça me paraissait normal de mettre en avant. Je pense que c'était plus une réaction en disant c'est pas gratuit en fait le contenu, Mmh. plus que réellement une envie de passer en payant. Qu'est-ce que t'en penses toi de ce mouvement de ces éditeurs qui ont brandi un peu cette menace? Bah, ça me semble compliqué effectivement aujourd'hui. Les éditeurs sont dans une situation très très difficile. Si on les coupe, on leur propose pas de solution pour monétiser leur inventaire, comment vont-ils vivre? Donc, je comprends leur attitude. Je comprends aussi quelque part la déception et surtout la manière dont ça a pu être mis en avant quelquefois sur les sites où on vous proposait tout ou rien, quoi. C'est soit vous Être un acceptez. peu maladroit, tu veux dire? Voilà, c'est ça. Peut-être que sur la bannière, il y avait. Et puis aussi, il y a la question que les internautes ont quelquefois mis en avant, c'est oui, mais moi je suis pour la publicité, d'accord, mais pas la publicité ciblée, qui va beaucoup plus loin, ce qui est encore une étape d'après. Donc là, il y a aussi peut-être un moyen de réconcilier tous les publics, parce que effectivement, et c'est aussi quand même un problème assez français, pas que français, mais en particulier français, de cette volonté d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Je supporte pas la pub, je suis anti-pub, je mets des bloqueurs de publicité et en même temps, je veux que les choses soient gratuites et je comprends pas qu'on nous les fasse payer. Donc il y a aussi Non, mais c'est tout à fait ça, c'est le cœur du problème. Et puis après, je suis pas sûr que
les gens, enfin les internautes comprennent la différence entre une publicité ciblée. Ça, je le sais pas. Je rappelle quand même qu'une publicité ciblée se vend 2 fois plus cher qu'une publicité qui l'est pas. Hein. C'est Nicolas Rieul, le directeur général de Cryptéo France, qui le rappelle sur Ouest France, dans un article de Ouest France. Donc évidemment, c'est cette fausse gratuité que les internautes perçoivent. Eux, ils ont l'impression qu'accepter des cookies, ils peuvent dire non et puis ils auront quand même le contenu. Mais on peut pas produire du contenu comme ça gratuitement. Il y a pas de gratuité. En fait, c'est ce vieil adage, hein, quand c'est gratuit, c'est qu'on est le produit. Il faut qu'on accepte. Donc moi, quelque part, je comprenais les éditeurs. Après, effectivement, peut-être un peu maladroit de se dire soit t'acceptes, soit je te fais payer. Bon, il y a une espèce d'un peu de, je vais pas dire prise d'otage parce que le terme est un peu fort, mais d'être mis devant le mur et ouais, voilà, exactement, un peu dans une tenaille, ce qui prouve encore qu'il y a beaucoup de travail d'éducation à faire auprès des internautes et qu'on n'a pas encore craqué le code parce que évidemment ces médias-là n'ont pas vocation à devenir payants ou pourquoi pas, hein, on en parlera après justement de médias qui deviennent payants et qui ont toujours été gratuits. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup je pense qu'elle est un peu mal passée cette initiative, mais elle remettait sur la table, voilà, le fait qu'on peut pas refuser de la publicité et pourtant on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a aussi, ça dit aussi beaucoup sur la volonté d'expliquer, de rassurer, d'apporter de la transparence sur ce qu'on fait de ces données. Oui. C'est aussi là-dessus qu'il faut travailler. Oui, parce que c'est pas le mal forcément la publicité. En fait, il y a eu beaucoup d'abus aussi, mais si quelque part on peut faire une publicité ciblée, c'est pas pareil que je collecte ta donnée et je vais la revendre derrière à des annonceurs obscurs ou des plateformes, etc. Je pense qu'il faut qu'on explique en fait ce qui est fait, qu'est-ce qui se passe quand on pose un cookie, quel est le chemin, et voilà. Donc un gros travail d'explication de la part des éditeurs serait bienvenu, ou peut-être des standards en fait, je sais pas s'il existe comme ça des standards qui se diraient voilà, moi mon modèle c'est le modèle A, c'est je collecte, j'affiche une publicité, mais cette donnée elle reste chez moi et elle est détruite au bout de X jours, elle n'est pas transmise à des partenaires, etc. Mais bon, ça va prendre un petit peu de temps. Je pense quand même qu'on s'achemine vers ça, mais en tout cas voilà, ça a fait réagir ces initiatives de Webedia et Prisma. Ça fait beaucoup de gens ont eu peur d'un coup de se dire il va falloir payer pour l'information. Autre sujet qui n'a absolument rien à voir pour le coup, c'est une initiative que j'avais repérée autour de Substack, donc cette plateforme de newsletter dont on parle régulièrement chez Mediarama et que tu utilises d'ailleurs pour ton débrief média. Ouais, tout à fait. Et donc qui est cette organisation Substack plus Discord. Donc c'est un projet qui est sorti hier, alors le 19 avril en l'occurrence puisqu'on est le 20 au moment où on enregistre cet épisode, qui s'appelle Side Channel, qui est en fait la première newsroom virtuelle qui rassemble en fait des éditeurs, donc des signatures de différentes newsletters de Substack, 7 en l'occurrence. Et quand on est abonné à une newsletter, on accède à Side Channel et on va avoir un accès à des avantages abonnés, la conférence de rédaction, des chats audio en utilisant les fonctionnalités de Discord qui ressemblent à Clubhouse. Donc on va pouvoir parler directement avec les éditeurs de ces newsletters, des podcasts exclusifs, des interviews exclusives avec des auteurs de livres qui vont venir parler de ces sorties, des reporters indépendants. Je trouvais ça assez intéressant, cette relation un peu directe et ces perks, ces avantages abonnés qu'on peut avoir. Est-ce que toi, tu as déjà réfléchi à ça? Qu'est-ce que ça t'inspire, ce genre de nouvelles relations avec les abonnés? Bah oui, je trouve ça très très intéressant, très intelligent. Moi, je pense à Tortoise qui avait mis en place cette communauté autour de moments de rassemblement, de meetings, d'events. Aujourd'hui, on passe par des canaux qui sont encore plus faciles, plus faciles d'accès, Discord, Twitch, ces éléments qui permettent d'interagir directement avec la rédaction. Je trouve ça effectivement très très bien, à la fois pour le sourcing d'informations. Qu'est-ce qui intéresse les gens, quels sont les problèmes qu'on se pose, les questions, les incompréhensions, mais aussi pour la diffusion, bien sûr, en termes marketing, avoir créé, diffusé ces contenus qu'on produit au maximum de gens, c'est malin. Sur la modalité, est-ce que c'est une brique de plus? Je pense que ça contribue à créer une communauté et aussi à la suivre sur ses différents axes et moments de vie.
c'est ça aussi l'intérêt de ces outils-là, c'est vraiment de délocaliser la présence, vraiment ce qu'on appelle le média compagnon, hein, sur tous les supports, sur tous les vecteurs, et pourquoi pas. Mais au final, c'est vraiment le lien avec la communauté. Qu'est-ce qu'on crée comme valeur, qu'est-ce qu'on développe comme idée, c'est ça qui va faire la différence. Exactement. Et puis moi, là, j'aimais bien le côté aussi différentes newsletters qui se rassemblent pour monter une communauté commune. Je trouve ça assez excitant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et je suivrai ça et puis j'essaierai de tenir au courant un peu des avancées, des choses un peu sympas. Ouais. Mais effectivement, tout ce qui permet, moi, je trouve, de monter une communauté, d'événementialiser et puis de donner un peu des avantages, ça donne encore plus de valeur à l'abonnement. Donc, side channel à suivre, donc entre Substack et Discord, pas mal de choses à faire. Autre sujet, donc là on fait on revient sur la PQR. Je voulais mettre en avant un article de Mathieu Deslandes de l'INA que j'ai reçu à ce micro, 6 points de pastille actu, il y a quelques semaines de ça, qui mettait en avant un correspondant local de Ouest France, donc c'est sur la revue des médias, et qui, je trouvais ça intéressant parce que je trouve que c'est un métier dont on parle très très peu. Ça fait des années que je travaille dans la presse et on n'en parle quasiment jamais de ce métier, donc qui est pas un journaliste, il relate, c'est plus du factuel, tout ce qui se passe dans son village souvent, puisque c'est quand même assez rural ou des petites villes dans lesquelles il n'y a pas de journaliste, qui ne signe pas ses papiers, qui a un vrai lien avec les populations et qui raconte un peu l'évolution de son métier ces 20 dernières années. Tu connaissais bien ce métier, toi, de correspondant de presse ? Oui, bien sûr, oui. Dans tous les journaux pour lesquels je suis intervenu, il y a des correspondants de presse, à la Nouvelle République en ce moment. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des chargés de correspondants qui sont en place et qui sont chargés d'animer ces réseaux-là. Ouais, tout à fait. C'est un métier essentiel dans lequel la presse ne pourrait pas vivre, tout simplement. C'est ça, et ils sont vraiment nombreux. Par exemple, chez Ouest France, ils sont 2400 pour 550 journalistes, et un travail alors assez peu payé. Donc j'ai quand même l'impression que les gens le font vraiment plus par conviction que réellement pour l'attrait financier. Et ils racontent vraiment assez bien l'évolution avec l'arrivée de l'informatique et l'arrivée d'Internet, qui fait qu'aussi toutes ces communes dont ils relataient l'actualité se sont aussi emparées de ces sujets pour publier sur leur propre site, application, journal, et donc un peu moins un peu moins besoin d'eux. Et je trouve l'article vraiment non seulement bien écrit, mais vraiment mettre en avant ses correspondants. Voilà, donc pas forcément d'avis sur l'article, plus une invitation à aller le lire pour vraiment bien découvrir ce maillon indispensable à la presse régionale. Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai que tu disais, c'est pas l'attrait du gain, c'est sûr, mais il y a quelque chose d'essentiel. C'est la visibilité et je dirais la respectabilité qu'ils acquièrent au sein de leur communauté. Et là, en l'occurrence, on voit dans ce portrait, c'est aussi la curiosité du personnage. Il est incroyable. Oui. Ce correspondant qui est à l'affût mais à terme, on voit bien qu'il pétille de curiosité, et donc ça lui donne l'occasion d'entrer en contact avec les gens. C'est comme ça qu'il le présente. C'est fascinant. Ouais, exactement. Donc Jean-Philippe Calvez, il s'appelle en l'occurrence, donc le correspondant local dans sa petite ville dans l'Ouest. Alors j'ai oublié le nom de la petite ville, mais je vous invite juste à aller lire l'article qui est vraiment très intéressant. C'est Saint-Julien-de-Concelles. Voilà, donc très bel article à lire sur la revue des médias de l'INA. Autre sujet, le lancement dont on a pas mal parlé, en tout cas j'ai vu vraiment pas mal de sujets là-dessus, de Brutix, la nouvelle plateforme de Brut. Voilà, alors on pourrait entre guillemets se dire qu'on est dans le cliché de on va lancer le Netflix 2 et à compléter un peu selon votre besoin, selon votre positionnement. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu ces dernières années, les lancements des Netflix, comme on disait un peu à l'époque, le Uber de quelque chose. Là, c'est le Netflix 2. Je trouve ça bien sur le positionnement éditorial, etc. Maintenant, je me posais un peu la question du pourquoi. Pourquoi Brut fait ça ? Est-ce que tu as un avis sur le pourquoi avant qu'on parle du comment ? Je me suis posé la même question que toi, figure-toi. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Je me suis dit, bon, a priori, Brut, ils ont une audience monstrueuse de ce que j'ai pu voir. Ils sont au-delà de 250 millions de visiteurs uniques par mois. Ils ont
pas de problème de diffusion, donc a priori pour la publicité on peut pas faire beaucoup mieux. Ils font également des OPSP, donc je pense qu'ils engrangent suffisamment de revenus, enfin en tout cas au maximum qu'on puisse faire sur ce secteur-là. Donc je me suis dit pourquoi est-ce qu'ils vont chercher une nouvelle source de revenus finalement, de diversification. Et effectivement, en me renseignant, j'ai vu qu'ils avaient fait une levée de fonds assez importante récemment, 40 millions de dollars. Et je me suis dit, voilà, à mon avis, ça montre quand même que il y a un ralentissement de la croissance qu'on vit tous sur la publicité. Et pour cause, ça, on retrouve le sujet précédent sur Google. Et les Captation GAFA, des etc. revenus publicitaires des GAFAM. Captation, voilà, c'est ça, qui fait que par rapport aux investisseurs, peut-être qu'il est nécessaire aujourd'hui d'ajouter une nouvelle ligne de revenus pour justifier les investissements qui ont pu être faits. Et notamment, pourquoi pas par l'abonnement. Donc, ça montre quand même la faiblesse, encore une fois, du modèle publicitaire unique pour financer les médias. C'est ça que ça me dit, moi, surtout en filigrane. Même voilà, pour des acteurs qui maîtrisent le sujet. Hein, on parlait de 20 minutes tout à l'heure quand on préparait, qui quand même, voilà, c'est le média du gratuit. Hein, ils se sont lancés là-dessus. C'est vraiment les champions dessus. Même eux tentent des lancements de nouvelles offres payantes. Tu as eu l'occasion, je crois, d'en parler un peu avec eux. Oui, là, ils travaillent sur une offre, je crois, à 1 euro, sans publicité, donc vraiment quelque chose qui est, on va dire, avec un minimum de demande de la part de l'utilisateur, sans publicité. Les gens qui sont opposés à la publicité seraient susceptibles de payer 1 euro. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le modèle publicitaire uniquement ne leur suffit plus. Et ils cherchent, avec bien sûr la difficulté également de l'événementiel, avec en raison de la crise sanitaire, avec les difficultés conjoncturelles, c'est vrai qu'ils cherchent d'autres moyens de financer leurs médias. Et le pur gratuit, le 100% gratuit a vécu, on le sait déjà depuis plusieurs années, mais voilà, c'est un clou de plus dans le cercueil de la gratuité pure pour financer les médias. C'est ça, diversification et puis moins dépendre de la publicité et puis voilà, moins dépendre forcément des GAFAM qui captent un peu ces revenus publicitaires. Donc en tout cas, à suivre le lancement. Sur l'offre en elle-même, je trouve ça bien et je trouve les sujets, c'est vraiment des sujets de société comme avait pu le faire un Vice à l'époque. Qui s'y était risqué, qui avait perdu quand même pas mal d'argent là-dessus. Mais voilà, on sent bien qu'ils sont sur une ligne quand même vraiment de sujets de société très engagés. Et sur ce côté engagement, je voulais aussi une petite news qui était passée, le rebranding du groupe LNEI en combat. Les médias, ils ont besoin de trouver plus plus d'engagement. Je pense que c'était aussi une des attentes dans l'étude de Lacroix Kantar sur les médias, sur la confiance, où les gens demandent aux médias plus d'engagement. Donc voilà, se renommer combat aussi, c'est aussi un peu se revendiquer de cet héritage de résistance, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce rebranding de LNEI? Alors LNEI, c'est les nouvelles éditions indépendantes, c'est Rock en scène, Radio Nova et évidemment le vaisseau amiral Les Inrocks. Oui, alors ça m'amuse effectivement parce qu'on est sur un segment quand même assez politique. Combat, c'était quand même le journal de la résistance en 41 anti-allemande. On est vraiment sur quelque chose de très politisé finalement dans l'imagerie populaire. Et effectivement, ce que tu dis est vrai. Je pense qu'il y a ce besoin d'apporter un engagement qui, derrière l'engagement politique, peut apporter de l'engagement tout court, notamment de l'engagement en termes d'abonnement. Je m'inquiète quand même de ce positionnement, je veux dire, par rapport à leur marque à eux, qui est quand même très culture pop, musique, culture, parce que là, on dérive sur quelque chose de politique finalement. Et c'est un peu l'erreur qui avait pu être faite aux Inrocks, je pense à une époque 2010-2012, où ils se sont vraiment beaucoup plus orientés sur la politique, et je pense qu'ils ont un peu un peu dilué leur image. C'est compliqué de se positionner comme une sorte de libé, mais en même temps culture pop. Je trouve que c'était compliqué. Voilà, et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné à l'époque. Alors là, ils vont un peu plus vers ça, parce qu'effectivement, on va chercher de l'engagement, on va chercher une forme de militantisme. Faut pas non plus oublier que sur l'étude Kantar Lacroix, les gens ils sont toujours aussi demandeurs d'une forme d'impartialité.
Donc il y a une forme d'injonction contradictoire et de schizophrénie du public qui veut à la fois des médias engagés, mais en même temps qui leur demande d'être un peu impartiaux aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on demande aux médias, c'est d'être utile à la société et de s'engager pour la société, mais pas forcément politiquement. C'est ça la complexité. Et ouais, encore plus pour les Inrocks, effectivement, qui est entre ces deux chemins, peut-être entre politique et revenir sur de la culture. En tout cas, c'est un joli nom, Combat. Les Inrocks changent aussi de périodicité. Ça a été une année compliquée parce que la culture, il n'y a pas eu assez peu de festivals. Rock en scène n'a pas pu avoir lieu. À suivre les conséquences de tout ça. Longue vie à Combat, évidemment. Disclaimer, c'est un des clients de Cosa Vostra. Je le dis, on a refait quand même tout leur site, etc. Mais je voulais quand même, c'est pas pour autant qu'on peut pas en parler et voir ça. Je trouvais ça assez intéressant parce que c'est pas anodin quand même, ce changement de nom. Il est très fort, il est très beau. J'espère que derrière les engagements suivront et que voilà et que tout se passera bien aux Inrocks et donc chez Combat. On a fait à peu près le tour de cette petite revue de presse, Cyril. Donc je voulais te remercier. Je sais pas si tu veux ajouter un dernier mot, si une dernière news peut-être que tu as vue, que tu voudrais citer aujourd'hui. Oui, alors merci déjà à toi pour l'invitation. Oui, j'ai vu passer dans ma newsletter, je l'ai publié ce matin, une étude intéressante menée par le Center for Public Affairs Research et the American Press Institute, qui parle finalement de la dissonance entre la manière dont les Américains perçoivent les valeurs journalistiques. Et il semblerait que une partie de la défiance du public américain viendrait de cette dissonance, c'est-à-dire que le public américain lui est assez attaché à des valeurs conservatrices comme le respect de l'autorité, une sorte de pureté morale, alors que la presse américaine, beaucoup plus libérale au sens américain du terme, défend des valeurs de justice, d'équité et de respect des plus faibles. Donc il y a une forme de dissonance et on voit depuis les années 70 que la confiance est d'autant plus faible de la part des conservateurs, des républicains, parce qu'il y aurait un traitement différencié là-dessus et donc les valeurs ne seraient pas au rendez-vous de ce qu'attend vraiment le public. Et donc, ce qui est intéressant dans cette étude, je vous invite à la regarder, c'est qu'elle montre que simplement en réécrivant parfois les textes, mettant en avant un peu plus certaines choses, certaines valeurs, notamment d'autorité, on retrouve de la confiance du public. Donc, sans changer le contenu, bien sûr. Donc, c'est juste la manière de l'anglais. Exactement. La manière de l'écrire, même la manière de formuler les choses, c'est sans même les anglais, change la nature de la perception du public américain qui va être avoir plus confiance ou pas selon les valeurs qu'on met en avant. Aussi, il ne s'agit pas de dire que d'un seul coup, on va passer de la justice au respect de l'autorité, de la loi et de la loyauté, mais en tout cas, c'est intéressant. Voilà, je voulais vous faire part de cette news. Eh ben, à suivre, je mettrai le lien vers l'étude, pareil, dans le descriptif de l'épisode pour ceux qui veulent aller lire ça. Merci Cyril et merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode hyper intéressant. Donc, pas mal de sujets à suivre. Tous ceux dont on a parlé, voilà, je mettrai les liens pour que vous puissiez aller lire ça et vous faire votre propre avis. C'est toujours évidemment très important. Cyril, à bientôt. À bientôt, merci François. Et merci à tous, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. Ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@cosavostra.com. À bientôt.